Grand-mère, ne mange-t-elle la soupe que ma mère a préparée ce soir, murmura ma nièce en se hissant sur la pointe des pieds, sa bouche tremblante tout près de mon oreille, comme si le moindre souffle pouvait déclencher une tempête. J'avais encore le torchon humide entre les mains, l'odeur du persil froissé me suivait, et dans la louche, la soupe brillait d'un gras trop lisse, trop patient. À 75 ans, on croit avoir apprivoisé la peur, on sait reconnaître le vent qui tourne sur les ballons d'Alsace, le craquement d'une vieille charpente, la mauvaise humeur des jours de pluie. Mais je n'avais jamais appris à nommer ce frisson-là, celui qui vous serre la nuque quand l'ennemi porte votre nom. Je m'appelle Hélène, veuve depuis 12 ans, née à Chantraine, habitant aujourd'hui au bord de la Moselle, à Épinal. Ma maison, 3 chambres, un jardin maigre mais têtu, je l'ai payé comptant avec les économies d'une vie à l'atelier de reliure, où mes doigts ont caressé des dos de livres comme on apaise des chevaux nerveux. Mon fils, Victor, vient le dimanche, dit-il. Depuis qu'il a épousé Maude, ses visites ont la ponctualité d'une horloge déréglée. Il m'enrase trop vite, me parle des optimisations, de projets, de notaires à consulter, puis s'éclipse. Je pensais que c'était l'époque, ce langage qui transforme la vie en tableur. Je ne voyais pas que, semaine après semaine, une machine se montait autour de moi. Ce soir-là, on fêtait, selon Maude, mon petit anniversaire d'indépendance, 12 ans seul sans Paul, quel exploit. Elle avait posé la table avec une élégance qui n'était pas la mienne, serviette grise pliée en flèche, verre haut, un bouquet de chrysanthèmes qu'on aurait plutôt vu au cimetière Saint-Michel. La soupe fumait, couleur de noix, et Maude servait, la manche de sa blouse blanche remontée sur un bracelet neuf. Victor regardait son téléphone, sourire mince, comme si une bonne nouvelle se préparait à éclore ailleurs. Ma nièce, la petite Louise, fille de ma sœur disparue, venait m'aider le vendredi. Elle a 9 ans et la lucidité tranquille des enfants qui observent plus qu'ils ne parlent. On l'avait assise à côté de moi. Quand elle m'a glissé cet avertissement, sa main a serré la mienne si fort que j'ai senti l'os contre l'os. J'ai plongé la cuillère, je l'ai portée à mes lèvres, puis je l'ai reposée. J'ai trop chaud, ai-je dit. Maude a ri, un son trop clair pour être chaleureux. Hélène, il faut te nourrir. À ton âge, on ne fait pas la fine bouche. À mon âge, on écoute les murmures. J'ai proposé du pain. J'ai rompu une croûte et l'ai trempée, sans toucher au liquide. Louise, elle, a poussé son bol vers moi sans y goûter, comme si la table venait de perdre sa stabilité. Victor a levé les yeux, maman, Maude a cuisiné toute l'après-midi, fais un effort. Je n'ai pas répondu. J'ai noté seulement le tremblement léger de sa jambe sous la table, ce tic qui, enfant, le trahissait chaque fois qu'il cachait un mensonge. Le premier mensonge était ancien et presque joli, on t'a inscrite au programme Bien vieillir de la mairie, c'est gratuit et ça t'encouragera à sortir, m'avait-il dit 2 mois plus tôt. J'avais signé un papier en faisant confiance. Il s'agissait en vérité d'une procuration bancaire, pour faciliter tes démarches, Hélène, tu sais comme les guichets ferment tôt. J'ai découvert plus tard le trou de 900 € dans mon compte. L'innocence des petites sommes, on s'y habitue, on s'endort dessus. Événements d'escalade, mensonges, anodins, manipulation affective, gaslighting, empiètement financier, prémices de fraude, j'y reviendrai. Le deuxième glissement eut la politesse des bonnes manières, Maude a pris l'habitude de choisir mes courses, en drive, c'est plus simple. Elle m'apportait des yaourts à la vanille alors que je ne mange que nature, du pain de mie quand je pétris mon pain, des barquettes de plats déjà salés. Un soir, j'ai voulu cuisiner moi-même, elle a ri, avec tes poignets, tu vas te blesser. Ce n'était pas une remarque, c'était un couvercle posé sur ma casserole. Le troisième, je l'ai senti dans la maison, les clés que je ne retrouvais plus, le double de la porte, que j'avais forcément mis ailleurs. Un dimanche, je suis restée dehors sous la pluie pendant 1 heure, Victor avait, oublié, de me ramener le trousseau. Louise me regardait, ses cheveux collés au front, et j'ai eu honte de trembler devant ma porte comme une étrangère. Le 4e, c'était l'humiliation discrète. Chez des voisins à Golby, Maude m'a prise par le bras pour me faire asseoir à l'écart. Hélène se fatigue vite, on évite les conversations longues, elle confond les dates. Je savais très bien la date, 24 mai, anniversaire de mon Paul. J'ai avalé cette phrase comme on ravale ses larmes, par dignité. Le 5e, enfin, a eu la signature du notaire, j'ai reçu un appel d'un cabinet du centre d'Épinal. Madame, on m'a parlé d'une mise en vente de votre maison en viager, pouvons-nous caler une visite ?
J'ai cru à une erreur. Le soir, Victor a haussé les épaules, ce sont des démarchages agressifs, ne t'en occupe pas, mais j'ai surpris un email sur sa montre connectée, un brouillon de « mandat de vente ». Il l'a effacé trop vite. Ce soir-là, donc, la soupe attendait. Louise m'avait prévenu. Dans mon armoire à pharmacie, mon médecin avait prescrit depuis une phlébite un anticoagulant. Mélangé à des somnifères, c'est une affaire pour l'hôpital. Je n'accuse jamais sans preuve, c'est le malheur qui m'a appris la lenteur. Alors j'ai regardé la casserole comme on regarde une page suspecte. Et j'ai décidé de manger plus tard. Après le repas, Victor avait englouti 2 bols, Maud s'était contentée de picorer, peut-être une manière de ne pas partager le risque, j'ai proposé un thé. Dans la cuisine, Louise m'a tendu une petite boîte en carton qu'elle cachait dans la manche de son gilet. Je l'ai vue mettre ça dans la soupe, mamie, quand tu étais sortie chercher le pain. Sur l'étiquette, The Picklone, comprimer ses câbles. Elle dit que c'est pour t'aider à dormir. J'ai posé la boîte comme on pose un couteau sur la table. Dormir, oui. Dormir pour ne plus se réveiller, peut-être. Je n'ai pas crié. À mon âge, on a brûlé des colères plus hautes que soi et on a compris qu'elles n'éclairent rien. J'ai rangé la boîte dans un tiroir, avec les élastiques, loin des regards. Puis j'ai rejoint le salon. Maud avait déjà commencé à parler d'assurance. Hélène, tu sais, il faut penser à protéger la famille. Une assurance vie avec Victor bénéficiaire principal, c'est plus simple. Le notaire de ma mère peut nous recevoir. Je l'ai regardé, les mains sur ses genoux, et j'ai pensé à mes livres, à mes reliures d'autrefois, on tient une page en place en cousant des nerfs invisibles. Eux cousaient autour de moi un filet serré, la procuration, la réputation d'une vieille femme, qui confond les dates, le double des clés, l'idée d'une vente, pour te soulager des charges, puis l'assurance vie. Il ne manquait que l'événement, imprévisible, pour accélérer le dossier. Louise a bâillé. Je l'ai raccompagnée au couloir. Merci, ma chérie, ai-je dit tout bas. Elle a hoché la tête, sérieuse comme une adulte, j'ai eu peur. Moi aussi. Mais la peur peut être un outil, comme un haleine qui pique juste ce qu'il faut pour traverser le cuir sans le déchirer. J'ai décidé d'attendre la nuit. Quand la maison s'est tue, j'ai ouvert la fenêtre de la cuisine pour laisser filer l'odeur de bouillon. J'ai pris 2 cuillères de soupe, les déversées dans un petit pot de confiture, soigneusement fermé. Demain, j'irai chez mon médecin traitant, demanderai un dosage. On a besoin d'être bruyante pour faire entrer la lumière dans une pièce. On a besoin d'un document, d'une date, d'une signature. Avant de me coucher, j'ai appelé discrètement le cabinet d'un notaire de la rue des États-Unis, pas le leur, le mien, celui de Paul Jadis. J'ai laissé un message, besoin urgent d'un rendez-vous pour testament holographe et changement de bénéficiaire. Je ne sais pas si Maud le sent, mais la pièce a commencé à tourner dans l'autre sens. Ils ont voulu m'endormir, je vais les réveiller au droit. Dans mon lit, je n'ai pas dormi. Je pensais à Victor enfant, à son genou écorché sur le chemin des Fourrasses, à sa main chaude dans la mienne. Je cherchais, comme on cherche une faute de couture, le point précis où l'amour s'est effiloché pour laisser passer la peur du manque, l'ambition pauvre qui ne sait compter que l'argent des autres. J'ai eu mal pour lui, aussi, pour l'homme qu'il aurait pu rester. Mais la lucidité est une forme de charité, on cesse de confondre les êtres avec nos souvenirs. L'aube a bleui la Moselle. Sur le rebord de la fenêtre, la buée a dessiné des signes fragiles. J'ai posé ma main dessus comme pour bénir la maison. Ma maison. Ils ne la vendront pas. Et si c'est le seul langage qu'ils comprennent, j'irai jusqu'au bout du silence habile, prélèvement, attestation, mesure de protection si nécessaire, et cette petite boîte blanche dans mon tiroir, preuve muette d'une soupe trop parfaite. Si vous avez lu jusqu'ici, dites-moi en commentaire, avez-vous, vous aussi, senti un jour le sol bouger sous vos pieds chez vous? Que auriez-vous fait à ma place, ce soir-là, devant la soupe? Partagez votre ville, votre âge, et surtout vos conseils. À Épinal, une vieille femme vous lit, et elle n'a pas l'intention de se taire. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le murmure de ma petite fille résonnait encore. Grand-mère, ne mange pas la soupe que ma mère a préparée ce soir. Ces mots simples avaient suffi à bouleverser toutes mes certitudes. J'étais restée assise dans le noir, la lampe éteinte, le cœur battant comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. J'avais posé la cuillère avant même qu'elle ne touche mes lèvres, feignant une fatigue soudaine. Personne n'avait insisté, sauf ma belle-fille,
Claire, dont le regard avait brillé d'une contrariété mal dissimulée. Le lendemain matin, la maison résonnait de bruits étranges, des pas précipités, des tiroirs qu'on ouvre et qu'on claque. J'ai compris qu'ils avaient déjà commencé à fouiller mes affaires. Premier choc, première humiliation, mon fils, Julien, avait ouvert l'armoire de ma chambre sous prétexte de chercher un drap. Mais je savais, je sentais, qu'il vérifiait si mes papiers actes de propriété, relevés de compte étaient encore là. C'était la première fissure entre nous, une fissure qu'il n'avait même pas tenté de dissimuler. À midi, Claire est entrée dans ma cuisine comme si c'était la sienne. Elle a soulevé le couvercle de ma vieille cocotte et, en fronçant le nez, elle a déclaré. « Tu devrais arrêter de cuisiner, maman, ça sent toujours un peu rance. On ne voudrait pas tomber malade. » C'était la deuxième estocade, la dévalorisation publique, prononcée devant mes petits-enfants qui m'ont regardé avec un mélange de gêne et de surprise. Mon savoir-faire, mes recettes asciemment transmises, réduites à rien. Puis vint la troisième gifle invisible. Ce soir-là, alors que je tricotais dans le salon, j'ai surpris une conversation à voix basse. Claire disait à Julien. On pourrait la convaincre de signer un mandat de gestion. Avec son âge, les banques ne diront rien. Il parlait de mon argent comme d'un butin déjà acquis. Je me suis senti trahi non seulement par la bru, mais par le fils que j'avais porté, allaité, défendu toute sa vie. La quatrième épreuve arriva le week-end suivant. Claire avait organisé un déjeuner avec 2 de ses amis. En plein repas, elle s'est permise d'annoncer que, bientôt, la maison sera à vendre, il faudra juste faire un peu de travaux avant la mise sur le marché. Ses amis ont hoché la tête, enthousiastes. Moi, je suis resté figé, mon assiette intacte devant moi. Ma propre maison, où j'avais enterré mon mari il y a 10 ans, déjà mise en vente sans que j'en sois averti. Je n'ai rien dit, mais j'ai senti le sang battre dans mes tempes, une brûlure lente et profonde. La 5e humiliation fut plus sournoise encore. Un soir, alors que j'étais déjà couché, j'ai entendu le bruit du verrou. Je me suis levé discrètement et j'ai constaté que la clé de ma chambre n'était plus sur la porte, côté couloir. Claire l'avait retirée, par précaution, disait-elle. Précaution de quoi? De qui? J'étais désormais prisonnière symbolique dans ma propre maison. Ces 5 signes, chacun plus violent que le précédent, n'étaient pas anodins. Ils dessinaient la carte d'une dépossession programmée. Et moi, je notais tout en silence, chaque parole, chaque geste. Car je savais qu'un jour, cette mémoire servirait d'arme. Je suis allé dans mon bureau, au fond du couloir, et j'ai sorti le vieux classeur bleu où j'avais conservé les papiers que mon mari et moi avions rangés jadis. Je les ai relus un à un, les doigts tremblants mais l'esprit clair. Acte de propriété, mon nom seul. Police d'assurance vie, bénéficiaire principal, mon petit-fils Paul, pas Julien ni Claire. J'ai senti un souffle d'air frais passer dans mes poumons. Ils croyaient me tenir, mais ils ignoraient encore à quel point je pouvais être patiente et précise. Je n'ai rien dit. J'ai continué à sourire, à me montrer docile. Mais en moi, quelque chose s'est solidifié. Si ma Delphi voulait jouer au poison dans la soupe, moi, j'avais d'autres armes, le temps, le silence, et la LOI.J n'est pas attendue. La peur, une fois nommée, devient un moteur étrange, elle vous donne des nerfs d'acier et des idées précises. Le matin même, après avoir relu mon classeur bleu, j'ai pris des décisions que ma famille n'aurait pas su lire sur mon visage. Ils me voyaient sourire, boire mon thé, tricoter, mais sous ce calme se tramait une petite tempête méthodique. D'abord le notaire. Je suis allé au cabinet de Maître Fournier, cet homme droit qui connaissait Paul et qui m'avait aidé, jadis, à régler une succession mineure, assez pour que je sache qu'il n'était pas du genre à s'émouvoir de jolis chrysanthèmes. Quand je me suis présenté, il a pris mon identité, a posé ses lunettes et m'a demandé, simplement, « Que puis-je pour vous, Madame Hélène ?» J'ai fait comme on ouvre une boîte de couture, page par page. Je lui ai expliqué, calmement, en évitant les envolées plaintives, la colère rend vulnérable. Je lui ai parlé des suggestions, de mandats de gestion, des appels au bien vieillir, de la procuration qu'on m'avait fait signer pour retirer un petit montant sur mon compte. Maître Fournier a penché la tête. Sous le vernis de sa neutralité, j'ai senti la logique. Vous avez le droit de révoquer toute procuration que vous avez signée, m'a-t-il dit. Et si vous souhaitez protéger votre patrimoine, il y a des mesures simples, modification du bénéficiaire de l'assurance vie,
testament rédigé en présence d'un notaire, ou un testament holographe écrit et daté de votre main. Ces mots furent pour moi des briques. J'ai signé un mandat de rendez-vous pour la semaine suivante, petit papier, grande portée. Je suis sorti du cabinet avec le sentiment d'avoir semé la première balise sur la carte de mes ennemis. Ensuite le médecin. Si quelqu'un mélange volontairement un médicament dans ma soupe, il fallait pouvoir le prouver. Je suis allé voir le docteur Martin, mon médecin traitant depuis 30 ans. Il m'a examiné, m'a écouté sans surprise, il connaissait ma voix, puis il a demandé des analyses. On va faire une prise de sang et un dosage toxique si nécessaire, Madame Hélène. Vous avez raison d'être prudente. La peur s'est mêlée à une étrange fierté, j'allais apporter à la table une preuve que la ruse ne peut pas gommer. Entre-temps, je n'ai pas cessé d'observer. Les gestes qu'il croyait anodins devenaient dans mon regard des indices. Julien déposait des courriers non ouverts dans la corbeille, pour faire de la place. Claire insistait pour que je range la plupart de mes effets, au grenier, c'est mieux pour toi. Elle proposait aussi d'emmener Louise chez une voisine le temps d'un après-midi, parce qu'on a des choses à régler avec la banque. Ces prétendus services sentaient la mise à l'écart. Ils avaient pris la stratégie classique, isoler, diminuer, contrôler. J'ai choisi la ruse douce à mon tour. J'ai commencé à garder des traces invisibles. Non, je n'ai pas mis de micro clandestin, je connais la loi et je veux rester propre, mais j'ai pris des notes, date et heure, description précise. J'ai calé sur un carnet chaque mot qui me traversait comme une aiguille, 12 dixièmes, 13h45, Julien ouvre mon coffre, refuse explication, 14h10, Claire parle d'assurance vie devant ses amis, 20h30, clé de la chambre retirée. Un carnet, c'est humble, dans une procédure, c'est un fil que l'on suit. J'ai aussi trouvé des alliés modestes. Madame Caron, la voisine en face, qui a l'œil d'un faucon malgré ses genoux raides, a accepté de garder Louise, quand elle voit que ça sent le roussi. Monsieur Lebrun, à la pharmacie, a dit, en baissant la voix, qu'il se souvenait d'avoir livré récemment des boîtes de somnifères à une adresse voisine, sans doute pour Claire, et qu'il pouvait retrouver la trace sur facture. Ces petits gestes humains forment le maillage qui empêche l'isolement. Une nuit, j'ai décidé d'un petit test. J'ai laissé sur le plan de travail une louche propre et une cuillère en argent que Paul m'avait offerte, et j'ai invité flottement Claire à préparer un dessert pour le lendemain. J'ai ensuite placé, dans une boîte fermée à clé, que j'ai montrée à personne, 2 cuillères de soupe que j'avais séparées avant que qui que ce soit ne les touche, datées, étiquetées. Si quelque chose devait apparaître sur les dosages, ces prélèvements feraient foi. Je sentais la fragilité de ma manœuvre, si j'étais découverte, il rirait, si je réussissais, j'aurais une corde solide. Julien, qui pressentait peut-être quelque chose, a commencé à me parler d'un placement immobilier qu'il voulait me présenter. Sa voix, quand il évoquait la vente, avait cette douce violence des gens qui rationalisent leur avidité. Maman, pense à nous, pense à l'avenir, on t'aidera, disait-il, comme s'il offrait une charité alors qu'il préparait une dépossession. Je l'ai regardé, et au fond de mes yeux il a retrouvé, pour un instant seulement, le petit garçon qui aimait grimper dans mes genoux. Ce bref éclair m'a rappelé que la trahison ne naît pas toujours du mal absolu mais parfois d'une série d'abandons et de peurs. Enfin, parce que la loi est lente et que la patience doit être active, j'ai pris une autre décision secrète, prévenir mon petit-fils Paul, le vrai bénéficiaire de l'assurance selon mes papiers, sans alarmer les autres. Paul travaille à Nancy, il est franc et droit comme un poteau. Il a promis, en serrant ma main, de venir la semaine suivante et de rester discret. Sa présence me rassurait, elle rétablissait un PAN de loyauté dans le tissu déjà usé de ma famille. La journée s'est achevée sur cette lueur, j'avais planté des pièces, j'avais sollicité des preuves et des soutiens. Ils jouaient leur partition, clé retirée, sourire faux, discussion sur l'ordre des choses. Moi, je recomposais la mienne, faite de patience, d'exactitude et d'un courage que je n'avais pas su nommer auparavant. Quand la maison s'est tue, j'ai relu mes notes avant de dormir. Le carnet disait la vérité, j'étais aux aguets. Je me suis dit que la justice est parfois un filet cousu à petites mains, il ne saute à d'un seul coup, mais il tient. Demain, j'irai récupérer mes analyses chez le docteur et je rencontrerai de nouveaux maîtres Fournier pour préparer un dispositif légal. Ils avaient voulu me faire croire que je ne savais plus compter. Je savais désormais compter 2 choses qui les dérangeaient, le temps et la preuve. La nuit fut longue, lourde d'insomnie et de cauchemars éveillés. Dans le silence de ma chambre d'Épinal, j'entendais encore la voix tremblante de ma petite fille. « Grand-mère,
ne mange pas la soupe que maman a préparée ce soir. » Ces mots résonnaient comme une alarme dans ma poitrine. J'avais déjà senti l'odeur étrange, métallique, quand la vapeur montait du bol posé devant moi. J'avais fait semblant de porter la cuillère à mes lèvres, puis j'avais reposé calmement l'assiette. Ma Delphi m'avait observé du coin de l'œil, son sourire figé comme un masque de politesse. Je savais, à cet instant précis, que la guerre invisible avait commencé. Le lendemain, le premier événement qui fit monter ma colère survint dès le petit déjeuner. Je découvris que mes carnets de comptes, soigneusement rangés dans mon secrétaire, avaient disparu. Des années d'économie, de notes sur mes placements, de reçus de ma pension, volatilisés. Quand je demandai innocemment si quelqu'un avait déplacé mes papiers, ma Delphi haussa les épaules. « Tu as dû les égarer, à ton âge, ça arrive. » Et mon fils, assis à côté d'elle, baissa les yeux, incapable de me soutenir. Cette première atteinte à ma mémoire, à mon organisation, fut comme un coup de poignard silencieux. Quelques jours plus tard, un deuxième coup arriva. Une voisine de longue date, Madame Collin, m'interpella dans la rue. « Alors, on m'a dit que tu pensais vendre ta maison ? » Quelle surprise ! Je crus m'évanouir. Je n'avais jamais parlé d'un tel projet. Mais je compris aussitôt, mon fils et sa femme avaient commencé à répandre l'idée que je voulais me débarrasser de mon bien. Ils préparaient le terrain, déjà. Le troisième choc survint au téléphone. La banque m'appela pour confirmer la demande de procuration sur mon compte courant. Une demande signée de mon propre nom, mais je n'avais rien signé. Mon sang se glaça. Quelqu'un imitait ma main tremblante. Je commençais à voir le piège se refermer autour de moi. Et pourtant, je faisais mine de ne rien remarquer. Je souriais, je servais le thé, je continuais à tricoter devant eux comme une vieille femme inoffensive. Mais dans le secret de mes nuits, je préparais ma riposte. Le quatrième événement arriva un dimanche, lors d'un déjeuner familial. Ma Delphi me servit un verre de vin, insistant. « Bois, ça te fera du bien, tu dors mal, non ?» Je remarquai la légère différence de couleur dans le liquide. Mon instinct me sauva, je portai le verre à mes lèvres mais fis semblant d'avaler, laissant le vin glisser discrètement dans ma serviette. À la fin du repas, elle eut l'air contrariée que je ne ressente aucun effet. Le cinquième affront fut le plus cruel. Un soir, alors que je rangeais la vaisselle, j'entendis mon fils dire à voix basse, croyant que je dormais déjà. « Dès qu'elle partira, on pourra vendre. L'assurance nous permettra de repartir à zéro. » Je crus que mon cœur s'arrêtait. Mon propre enfant parlait de ma disparition comme d'une libération. Et sa femme acquiesçait, satisfaite, comme si ma vie n'était plus qu'une formalité à régler. Ces 5 événements, en moins de 2 semaines, forgèrent en moi une résolution glaciale. Ils pensaient m'affaiblir, me réduire au silence, me faire passer pour sénile. Mais ils ne savaient pas que j'avais encore de solides alliés, ma mémoire précise, mes voisins attentifs, et surtout, la confiance que ma petite fille m'avait donnée en me sauvant d'un bol de soupe empoisonnée. Cette nuit-là, je pris mon vieux carnet et notai tout, avec date et détails. Je jurai que, cette fois, je ne laisserai plus personne effacer mon existence comme une tache gênante sur un linge blanc. Le lendemain de cette dernière humiliation, je me suis réveillée avec une clarté nouvelle. Le jour filtrait à travers les rideaux de ma chambre, et j'ai compris qu'il ne suffisait plus de noter dans mon carnet, il fallait passer à l'action. Ils avaient choisi les armes de la duplicité et du mensonge, moi, j'allais leur opposer la rigueur des preuves et la force discrète de la loi. Ma première étape fut le cabinet médical. J'avais soigneusement gardé, dans un petit pot de confiture fermé, 2 cuillères de la soupe suspecte. Le docteur Martin, mon médecin de toujours, leva les sourcils quand je lui ai présenté l'échantillon. « Vous pensez que quelqu'un y a ajouté des substances ?» demanda-t-il doucement. Je n'ai pas répondu directement. Je lui ai seulement dit que je souhaitais une analyse complète. Il a pris le pot avec gravité et m'a promis de me donner les résultats dès qu'ils seraient disponibles. Mon cœur battait fort. Si le rapport confirmait mes soupçons, ce serait une pièce maîtresse de mon futur dossier. Deuxième démarche, la banque. J'ai pris un rendez-vous avec la conseillère, une jeune femme que Claire croyait pouvoir manipuler à ma place. En posant ma carte d'identité et mon carnet d'épargne sur le bureau, j'ai demandé la liste complète de toutes les procurations et signatures récentes. Elle a blêmi légèrement en consultant l'écran. Mais, il y a eu un changement de mandat, madame. C'est là que je lui ai demandé une copie certifiée conforme du document signé.
Je savais déjà que la signature ne serait pas la mienne. J'ai senti une colère froide monter, mais je l'ai contenue. Mieux valait sourire, repartir avec mes papiers et garder le silence. Troisième étape, le notaire. Maître Fournier, celui que Paul et moi avions consulté jadis pour notre testament, me reçut sans tarder. Je lui ai confié mon inquiétude, non pas avec des larmes, mais avec une précision de témoin. Je lui ai montré le document bancaire suspect, j'ai évoqué les conversations sur la mise en vente de ma maison, les propos de Claire devant des amis. Madame, me dit-il, vous avez raison d'agir. Nous allons consigner ces éléments. Nous avons rédigé ensemble un courrier recommandé annulant toute procuration en cours et réaffirmant que j'étais l'unique propriétaire de ma maison, non soumise à aucun mandat de vente. En sortant du cabinet, je respirais l'air froid de novembre à plein poumon. Je sentais que la terre reprenait un peu de solidité sous mes pas. Pourtant, la menace restait présente. Le soir même, Claire insista encore pour me préparer une tisane, pour mieux dormir. Cette fois, j'ai accepté la tasse, mais sans y toucher. Je l'ai laissée sur la table de nuit, intacte. Quand elle est revenue le matin vérifier si je l'avais bu, j'ai feint un sourire reconnaissant. Je l'ai vue observer la tasse, contrariée. Je notai l'heure et la scène dans mon carnet. Les jours suivants, j'ai volontairement accentué mon rôle de vieille femme fragile. Je laissais traîner mon tricot, je feignais d'oublier mes lunettes, je riais doucement quand il parlait des Alzheimer précoce. Mais à l'intérieur, chaque mot noté, chaque document récupéré, chaque témoignage discret s'alignait comme les maillons d'une chaîne solide. Un soir, Louise, ma petite fille, est venue discrètement dans ma chambre. Ses yeux d'enfant avaient la gravité d'une adulte. Grand-mère, j'ai entendu maman dire qu'elle avait presque tout préparé avec le notaire de sa mère. Ils veulent vendre vite, avant Noël. Je l'ai serrée dans mes bras, émue par son courage. Merci, ma chérie, ai-je murmuré. Elle ne savait pas qu'elle venait d'apporter la dernière pièce d'un puzzle effroyable, il ne comptait pas attendre ma mort naturelle. Il voulait hâter la fin. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai préparé mon dossier comme on prépare une valise pour un long voyage. Échantillon médical, copie bancaire, notes datées, témoignage de ma voisine, carnet rempli de détails, tout y était. Je savais qu'au moment venu, ce serait mon arme silencieuse. Et en regardant par la fenêtre la Moselle assoupie, je me suis dit, ils veulent ma maison, mon assurance, ma disparition. Mais ils ne savent pas que j'ai appris toute ma vie à recoudre des livres déchirés. Cette fois, c'est ma propre histoire que je vais sauver. La semaine suivante, j'ai remis mon dossier complet à Maître Fournier. Le notaire a parcouru chaque pièce avec une lenteur volontaire, marquant de son stylo rouge les passages essentiels. Quand il a vu la copie de la procuration bancaire falsifiée, il a haussé les sourcils. La signature est maladroite, mais suffisante pour tromper un guichet. C'est un faux manifeste, madame. Ces mots étaient sobres, mais je sentis une chaleur glaciale courir dans mes veines, enfin, une preuve tangible de la trahison. Nous avons décidé ensemble d'une stratégie discrète. Plutôt que d'alerter immédiatement la banque, il convenait de laisser mes enfants croire à leur victoire prochaine. Leurs gestes, leurs paroles vont s'alourdir d'assurance, expliqua Maître Fournier. Plus ils se croiront proches du but, plus ils commettront d'erreurs. J'ai acquiescé, car la patience avait toujours été mon outil secret. Entre-temps, j'ai dû endurer une nouvelle série d'humiliations. Claire, ma belle-fille, avait pris l'habitude de commenter tout ce que je faisais devant les enfants. Ta grand-mère ne sait plus couper son pain sans se blesser. Elle confond toujours les jours de la semaine. Julien, mon fils, riait parfois, ou bien détournait le regard. C'était une complicité silencieuse plus douloureuse que les mots eux-mêmes. Chaque remarque s'ajoutait à ma collection de preuves invisibles. Un soir, ils ont organisé un dîner avec un couple d'amis. Au cours du repas, Claire a plaisanté. Bientôt, cette maison sera trop grande pour elle toute seule. Rire gêné autour de la table. Moi, j'ai souri poliment, comme une vieille dame résignée. Mais sous la nappe, ma main tenait serré un petit dictaphone que Paul m'avait offert autrefois, simple et discret. J'enregistrais désormais leurs paroles les plus révélatrices. La vérité s'accumulait, patiemment. Un autre jour, Louise est revenue, plus inquiète que jamais. Elle avait surpris sa mère au téléphone. Oui, la signature est prête. Il ne reste plus qu'à obtenir le certificat médical.
Certificat médical. Mon sang s'est glacé. Il prévoyait donc de me faire passer pour incapable, pour sénile, afin de justifier la mise sous tutelle. C'était l'étape classique, d'abord m'empoisonner à petite dose, puis me faire diagnostiquer comme incohérente. Je savais désormais leur plan exact. Alors j'ai décidé de leur tendre un piège. Le samedi suivant, je me suis trompée, exprès de dose en prenant mes médicaments devant eux. Claire a accouru, théâtrale. Tu vois Julien, elle n'arrive même plus à distinguer ses cachets. C'est dangereux. J'ai noté le regard entendu qu'elle lui lança. Ils pensaient tenir leurs preuves. Mais le lendemain, je suis allée chez le docteur Martin, qui a inscrit noir sur blanc que mon état cognitif était parfaitement normal, que je gérais seul mes traitements. J'ai demandé un double signé, que j'ai glissé dans mon dossier bleu. Le soir même, je suis restée éveillée, assise dans mon fauteuil du salon. J'entendais leur chuchotement dans la cuisine. Encore quelques semaines, et ce sera réglé. L'assurance sera activée. Avec la vente de la maison, on pourra tout rembourser. Je fermais les yeux, feignant le sommeil. Mais en réalité, je tenais mon dictaphone allumé dans la poche de mon gilet. Chaque mot, chaque souffle me rapprochait du moment où je pourrais retourner contre eux leur propre venin. En regardant Louise endormie sur le canapé, innocente et courageuse, j'ai pris ma décision définitive, je ne fuirai pas. Je n'irai pas quémander ailleurs. Je resterai dans ma maison, et je les forcerai à dévoiler leur cruauté au grand jour. L'heure viendrait bientôt où, devant le notaire, la banque et peut-être même un juge, mes enfants seraient confrontés à leurs mensonges. Et ce jour-là, ils découvriraient que la vieille femme silencieuse n'avait jamais été leur proie, mais le témoin implacable de leur propre chute. Les jours suivants, je sentis l'étau se resserrer. Julien et Claire n'avaient plus besoin de dissimuler leur impatience. Chaque repas devenait une scène de théâtre où ils répétaient la même pièce, moi en vieille femme confuse, eux en protecteur bienveillant. Mais derrière le rideau de leur sourire, je percevais l'avidité nue, brutale. Un lundi matin, Julien posa devant moi un dossier d'Ège. C'est juste une formalité, maman, dit-il d'une voix doucereuse. Un certificat médical pour prouver que tu as besoin d'assistance, comme ça, tout sera plus simple pour toi. Je caressai du doigt la couverture, sans l'ouvrir. Plus simple pour qui, pensai-je. Mais je n'ai rien dit. J'ai seulement demandé une paire de lunettes que je n'ai jamais mises. Je leur ai fait croire que je signerais plus tard, quand ma vue me le permettrait. En réalité, j'ai pris soin de glisser discrètement le dossier dans mon sac à main, afin de le montrer à Maître Fournier. Le lendemain, je découvris qu'ils avaient invité un médecin de famille, soi-disant pour vérifier ma tension. Un homme au regard pressé, dont la main glissait trop vite sur les formulaires. Vous vous sentez parfois désorientée, madame, demanda-t-il. Je répondis calmement, non, docteur, mais peut-être que certains aimeraient que je le sois. Il eut un sursaut, leva les yeux vers moi. Il comprit, je crois, qu'il venait d'être mêlé à quelque chose de trouble. Je notai mentalement son nom et son adresse sur l'ordonnance qu'il me remit. Claire, de son côté, redoublait d'attention empoisonnée. Elle me préparait des tisanes trop parfumées, des soupes toujours prêtes avant même que j'aie faim. Elle me serrait le bras en public, disant aux voisins, « Vous voyez, Hélène perd un peu ses repères, mais nous sommes là pour elle. » Cette mise en scène m'écorchait l'âme. Mais je tenais bon, car chaque mot jouait désormais contre elle. Plusieurs voisins, intrigués, commencèrent à m'interroger discrètement. Un soir, je les surpris devant la cheminée, croyant que je dormais déjà dans mon fauteuil. Le notaire de maman a confirmé pour la maison, dit Julien. Parfait, répondit Claire. Avec l'assurance vie, nous serons enfin débarrassés. Ces mots, je les avais attendus. Mon dictaphone enregistrait encore dans ma poche, patient et fidèle. Mais ce fut Louise, ma petite Louise, qui apporta le dernier éclat de vérité. Elle vint en larmes dans ma chambre, un carnet d'école à la main. Sur une page, elle avait recopié un bout de phrase entendu dans la cuisine, « Accélérez les choses, sinon on ne tiendra pas jusqu'à Noël. » Ses lettres d'enfant tremblaient, mais son courage me bouleversa. « Tu as bien fait, ma chérie, » lui dis-je. « Ce que tu écris là est précieux. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai rangé tous mes éléments, analyse médicale, faux documents bancaires, enregistrements, témoignages de Louise. Un puzzle effroyable mais complet. Et j'ai téléphoné en secret à Maître Fournier.
Sa voix grave me répondit, « Madame, le moment est venu. Nous allons organiser une convocation officielle. Mais laissez-les croire encore qu'ils mènent la danse. » Alors, j'ai décidé de jouer ma dernière carte, feindre la soumission. J'ai annoncé à Julien que j'étais prête à signer leur fameux dossier devant le notaire, à condition que toute la famille soit présente. Je vis son regard s'illuminer, Claire retenir un sourire de victoire. Ils ne savaient pas que ce rendez-vous allait sceller leur propre chute. Le jour de la convocation, la maison entière semblait vibrer d'une tension inhabituelle. Julien avait mis sa chemise blanche qu'il ne portait qu'aux enterrements, Claire s'était parfumée avec excès et donnait des ordres aux enfants comme si elle préparait un spectacle. Moi, je restais silencieuse, assise dans mon fauteuil, mon sac bleu sur les genoux. À l'intérieur, chaque pièce de mon dossier attendait son heure. Nous avons traversé Épinal en voiture. Je regardais la Moselle défiler derrière les vitres, paisible et indifférente. Claire, sur la banquette avant, répétait. Tout doit aller vite, pas besoin de traîner. Maman signera, et nous pourrons enchaîner avec la banque. Julien acquiesçait, serrant le volant jusqu'à blanchir les phalanges. Je sentais son anxiété masquée par une impatience fébrile. Arrivé chez Maître Fournier, le silence du cabinet imposa son poids. Les boiseries anciennes, les étagères pleines de registres, tout respirait la gravité. Le notaire nous reçut dans une salle sobre, éclairée par la lumière froide d'un après-midi d'hiver. « Madame, monsieur, Madame Claire. » dit-il en nous saluant tour à tour. « Asseyez-vous, nous allons examiner les documents. » Julien posa fièrement le dossier d'Ège sur la table. « Voilà, maître, la déclaration médicale qui confirme que maman a besoin d'assistance. Elle est prête à signer. » Je gardai le silence, fixant mes mains jointes. Maître Fournier ajusta ses lunettes, feuilleta le dossier, fronça les sourcils. Curieux, je n'ai pas trace de ce certificat dans le système. Et ce médecin, vous êtes sûr qu'il a bien établi ce document, madame, demanda-t-il en se tournant vers moi. Je répondis calmement. Ce médecin est venu chez moi, sans que je l'aie sollicité. Et voici ce qu'il a écrit, en réalité. Je sortis de mon sac une enveloppe cachetée. À l'intérieur, l'attestation de mon docteur Martin, confirmant ma parfaite autonomie et la normalité de mes facultés. Maître Fournier compara les deux papiers, les posa côte à côte. L'un est un faux manifeste, l'autre un document médical signé et vérifiable, déclara-t-il d'une voix grave. Le visage de Claire pâlit. Julien s'agita sur sa chaise. Ce n'est pas ce que tu crois, maître. Balbutia-t-il. Je ne bougeais pas. J'ouvris mon sac et sortis une deuxième enveloppe. Voici la copie de la procuration bancaire que mon fils et ma Delphie ont fait signer en imitant mon écriture. Or, voici ma signature authentifiée. Maître Fournier hocha la tête. Les divergences sont évidentes. Claire tenta de répliquer, la voix trop aiguë. Peut-être qu'Hélène ne se souvient plus, elle oublie souvent. C'est alors que j'ai posé mon dernier atout sur la table, le petit dictaphone. J'appuyai sur lecture. Les mots résonnèrent dans le bureau feutré. Dès qu'elle partira, on pourra vendre. L'assurance sera activée. Avec la vente de la maison, on pourra tout rembourser. La voix de mon fils, claire, nette, suivie de celle de Claire. Dans la pièce, le silence devint lourd comme du plomb. Maître Fournier referma le dossier d'un geste sec. Madame Hélène, je prends acte de ces éléments. Il est de mon devoir de signaler cette situation aux autorités compétentes. Toute tentative de falsification ou d'abus de faiblesse sera poursuivie. Julien se leva brutalement. Maman, pourquoi fais-tu ça? Nous voulions seulement t'aider. Je le regardai, droit dans les yeux. On aide une mère en préparant sa disparition. Claire, elle, avait déjà compris que le piège s'était refermé. Son maquillage parfait ne cachait plus la crispation de ses traits. Elle tenta de poser une main sur le bras de Julien, mais il la repoussa brutalement. Pour la première fois, une fissure apparaissait dans leur alliance. Je restai assise, immobile, la dignité retrouvée. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que ma voix avait retrouvé son poids. Et qu'en face, ils venaient de perdre le leur point quelques jours après cette confrontation au cabinet, le calme apparent de ma maison se fissura. Derrière chaque porte, je sentais l'orage gronder. Julien et Claire ne parlaient plus d'une seule voix, ils se disputaient à mots couverts,
pensant que je ne les entendais pas. Mais les murs d'une maison ancienne transmettent tout. Maître Fournier, fidèle à sa parole, avait transmis le dossier complet au procureur de la République. Faux en écriture, abus de faiblesse, tentative d'empoisonnement, les mots étaient tombés comme des pierres. J'avais reçu un appel de la gendarmerie d'Épinal me confirmant qu'une enquête préliminaire était ouverte. Je n'étais plus seul dans cette bataille. Julien, lui, semblait rétrécir de jour en jour. Son pas, autrefois assuré, devenait hésitant. Il évitait mon regard à table, répondait sèchement aux questions des enfants, passait des heures enfermé dans le garage à téléphoner. Parfois, je surprenais des bribes, je n'ai jamais voulu ça, c'est toi qui as insisté. Sa voix tremblait, signe qu'il commençait à comprendre l'ampleur de ce qu'il risquait. Claire, au contraire, s'acharnait à sauver les apparences. Elle multipliait les gestes d'affection forcés, m'apportait des plateaux de repas qu'elle posait avec des sourires figés, me proposait de m'emmener, prendre l'air, en voiture. Mais chaque sourire sonnait creux. Elle savait que je possédais les preuves, et cette certitude la rendait nerveuse, presque féroce. Un soir, alors que je rangeais mon linge, Louise entra dans ma chambre. Elle serrait contre elle une feuille froissée qu'elle avait trouvée dans la poubelle de la cuisine. Dessus, griffonné à la hâte, un calcul de chiffres, estimation de la maison, montant de l'assurance vie, dette à rembourser. Tout était listé froidement, comme si ma mort n'était qu'une opération comptable. Je pris la feuille et la glissai dans mon dossier bleu. « Merci, ma chérie », lui murmurai-je. Elle comprit sans poser de questions. La tension monta encore d'un cran quand 2 gendarmes frappèrent à ma porte un matin. Ils demandèrent à parler à Julien et Claire. Les enfants furent envoyés chez une voisine. Dans le salon, les uniformes s'assirent face à eux. Les questions furent directes, précises. Avez-vous établi une procuration sans l'accord de votre mère? Pourquoi un médecin a-t-il été sollicité pour un certificat d'incapacité jamais validé? Que savez-vous de la présence de somnifères dans les aliments préparés par Madame Claire? Julien blêmit, bredouilla. Il nia, puis se contredit. Son front perlait de sueur. Claire, elle, soutint les regards, s'accrocha à ses dénégations, mais ses mains tremblaient sur ses genoux. Quand les gendarmes partirent, un silence mortel s'abattit. Julien s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Je n'aurais jamais dû. Souffla-t-il. Claire, furieuse, le gifla d'un revers sec. Si tu parles, nous sommes perdus, cria-t-elle. Le masque était tombé. Je les observais sans intervenir. Mon silence les accablait plus sûrement que mes mots. Pour la première fois, mon fils n'était plus l'agresseur muet, mais un homme réduit à sa lâcheté, incapable d'assumer les choix qu'il avait laissés faire. Cette nuit-là, je restais éveillé dans ma chambre. J'entendais leurs voix monter, se briser, se taire. Je pensais à Paul, mon mari disparu, et je me demandais s'il avait jamais imaginé que notre fils, élevé dans la chaleur d'un foyer honnête, en viendrait à conspirer contre sa propre mère. J'avais mal, mais ce mal-là n'était plus paralysant. C'était une cicatrice en train de se refermer. Je savais que l'étape suivante approchait, la convocation officielle au tribunal. Là, la vérité éclaterait au grand jour. Et alors, leur avidité deviendrait leur condamnation. Le tribunal d'Épinal, ce matin-là, avait l'odeur des vieux bancs cirés et de la poussière de dossier. J'y suis entré d'un pas lent, mais ferme, mon sac bleu à la main. À 75 ans, j'avais appris que la dignité ne dépend pas de la vitesse de vos pas, mais de la droiture de votre regard. Julien et Claire étaient déjà là. Lui, blême, le visage tiré, les mains jointes comme un enfant pris en faute. Elle, droite, maquillée avec soin, mais les yeux agités, incapable de se fixer. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu qu'ils savaient, aujourd'hui, leur théâtre prenait fin. Le président du tribunal appela l'affaire, abus de faiblesse sur personne vulnérable, faux en écriture, tentative d'empoisonnement. Ces mots, lancés dans le silence, claquèrent comme des coups de tonnerre. Le procureur déroula le dossier préparé par Maître Fournier. La procuration bancaire falsifiée. Le faux certificat médical. Les enregistrements de leurs conversations. Les analyses toxicologiques de la soupe, révélant des traces de somnifères. Et enfin, le témoignage écrit de Louise, 9 ans, courageuse comme une adulte. Claire tenta de s'indigner, tout cela est exagéré. Hélène confond les choses, elle fabule. Mais sa voix tremblait.
Le juge l'interrompit sèchement. Madame, les preuves sont accablantes. Julien, lui, baissa la tête. Quand ce fut son tour de parler, il bredouilla. J'ai été faible. J'ai laissé faire. Je croyais que ce serait plus simple. Je n'ai jamais voulu la tuer. Ces mots tombaient comme des pierres dans le silence. Puis, soudain, il se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Maman, pardonne-moi. Je le regardai longuement. Mon cœur de mère, malgré tout, se serra. Mais ma voix resta ferme, on ne pardonne pas à celui qui n'a pas encore compris ce qu'il a détruit. Le verdict fut prononcé, peine de prison avec sursis pour Julien, peine ferme pour Claire, interdiction pour tous deux de gérer mes biens ou de m'approcher sans contrôle judiciaire. Leur avidité s'était transformée en condamnation publique. En sortant du tribunal, je respirais l'air glacé d'hiver, un air plus pur que jamais. Louise m'attendait dehors, sa petite main glissée dans la mienne. Tu vois, ma chérie, le silence n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, il prépare la justice. Ce soir-là, seule dans ma maison, je me suis assise devant la fenêtre qui donnait sur la Moselle. J'ai ouvert mon carnet bleu une dernière fois et j'ai écrit ces mots. À toutes celles qui se taisent depuis trop longtemps. À toutes les mères, les veuves, les grands-mères que l'on croit fragiles. Sachez que votre mémoire est une arme, que votre patience est une cuirasse, que votre silence peut devenir tonnerre. On peut vouloir vous voler vos biens, votre maison, vos souvenirs. Mais personne ne peut vous voler votre force intérieure. Un jour, vos bourreaux découvriront que la vieille femme qu'ils méprisaient avait en elle la puissance tranquille de la vérité. Puis j'ai refermé le carnet. Et j'ai souri.